Bonjour à tous. Alors, vous êtes pas mal quand même. Je pensais qu'il y aurait un petit peu moins de monde encore, donc merci d'être là. Alors, si vous n'êtes pas trompé de ça, on va parler de Riot. Alors, j'aime pas trop faire ça, mais je vais demander qui n'est pas développeur dans la salle. Ok. Donc, il y en a une petite dizaine. Alors, cette conf s'intéresse, c'est particulièrement pour vous en fait. Et je pense que la plupart des développeurs risquent de s'ennuyer. Si jamais vous êtes frustré à la fin de la conf, que vous n'en avez pas vu assez, les slides sont Riot et sont en projet plutôt pas mal pour débuter. Donc elles sont déjà sur GitHub, donc au pire, allez voir les slides sur GitHub et on dira que ça sera un peu plus technique que le reste de la conf. Donc j'ai appelé cette conf la librairie web pour tous. On m'a dit que c'était pas encore assez sexy, donc comment devenir développeur web en 3 minutes. Avant de commencer, j'étais chez Worldline, j'ai récemment changé de statut, je suis développeur freelance de JavaScript et notamment mon premier client est Nearport, le leader mondial en consultancy JavaScript. Je m'intéresse pas mal en plus du code, à l'innovation et l'évolution du code et tous ces outils-là, Riot notamment, qui vont permettre à des non-développeurs de venir faire du code. C'est vraiment quelque chose d'important pour les années à venir. Et j'essaie de m'impliquer un peu dans l'écosystème du lyonnais, que ce soit l'écosystème informatique, et sinon je fais partie de l'équipe de football australien lyonnais. Alors pour revenir à mon mouton, on parle de web toute la journée, mais j'ai encore pas vu de slide aussi simple que ça qui disent c'est quoi le web en fait. C'est un mélange d'HTML, de CSS et de JavaScript. Évidemment l'HTML pour faire la structure de vos pages web et le contenu. Le CSS entre guillemets pour faire beau. Donc qui va s'occuper également de la mise en page et de la présentation. Et le JavaScript pour le côté dynamique. Il y a différents métiers dans le web. Il y a des intégrateurs qui vont toucher uniquement de HTML, uniquement du CSS. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de taf dans le JavaScript. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que la plupart des frameworks ont tendance, ou des librairies d'ailleurs, j'ai la slide juste après sur la différence entre les librairies ou les frameworks, on a tendance souvent à isoler ces différentes parties. Dire, ok, il y a le développeur JavaScript qui va faire son travail dans son coin, et l'intégrateur qui va prendre les résultats du designer et faire le CSS. À l'heure actuelle, on bouge trop vite en fait. Quand on est une startup, quand on a un produit à shipper en permanence, on n'a pas le temps d'avoir des stages de design pendant une semaine et puis ensuite uniquement du développement, etc. Tout ça doit se faire un peu en permanence. Et du coup, Riot, c'est une librairie qui se base sur le même concept que les web components, c'est-à-dire que c'est des bouts de code sur lesquels on va partager, au sein du même endroit, il va y avoir à la fois l'HTML, le CSS et le JavaScript. Ça sera un petit peu plus clair dans pas longtemps. Donc librairie versus framework. Pourquoi je parle de ça? Il y a des grosses tendances à l'heure actuelle dans le web. Il y en a une, c'est Angular. L'autre, c'est React. React, à l'origine, était juste une librairie, donc un outil pour répondre à un problème spécifique qui était le rendering. Angular a une approche plus globale, qui consiste à dire tous mes projets, je vais un petit peu les architecturer de la même manière. Donc c'est quelque chose pour des grosses sociétés de services, c'est plutôt pratique, mais ça permet de mettre n'importe quel développeur sur n'importe quel projet, et sur un projet qui va durer sur plusieurs années, c'est quand même plutôt sympa. Sauf que du coup, la montée en compétences est souvent assez longue sur les grosses solutions. Une librairie, donc je vous parlais de React. React, au fur et à mesure du temps, c'est comme tout en fait. Au début, on a souvent une librairie, on rajoute plein d'outils autour. Donc maintenant, si on prend React, plus Redux, plus je sais pas trop quoi, plus Babel, etc., on peut considérer que c'est un framework. Riot, c'est vraiment une librairie. Donc ça a à la fois les avantages et les inconvénients d'une librairie. C'est-à-dire que vous avez énormément de liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que la librairie ne vous guide pas. Elle vous aide à faire, elle vous donne des outils.
Donc la petite fiche d'identité de Riot, c'est une librairie qui, il y a une première version qui est sortie il y a 2 ans. Et l'an passé, en janvier, enfin cette année, la version 2 qui est sortie, qui est un total reprise de zéro. Ils aiment se définir comme une micro-librairie pour l'interface utilisateur qui ressemble à React. Alors, qui ressemble à React, c'est notamment dans la syntaxe et de mélanger le code et JavaScript. Donc, React utilise le JSX, qui est un langage qui va permettre de faire le rendering HTML. Dans Riot, vu que leur objectif c'est vraiment la simplicité et le côté intuitif, ils n'ont pas voulu introduire un nouveau langage. C'est de l'HTML qu'on va rendre différent. Alors, on va passer sur rapidement un exemple, et d'abord les 3 points de Riot, les 3 composants principaux. Le premier, justement, ce sont les composants. Ce sont ces bouts de code dans lesquels on va mélanger l'HTML, le CSS et le JavaScript. J'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment ça, la base de Riot. Et c'est la seule chose que je vais montrer aujourd'hui. Ensuite, lorsqu'on commence à avoir différents, je vais parler de widgets, différents composants sur une page, différents widgets, au bout d'un moment, ils vont forcément devoir s'échanger des événements. Tiens, il y a un utilisateur qui a cliqué à un endroit, cette information doit être propagée ailleurs. Riot considère que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour construire une application web en 2015, c'est d'avoir un bus d'événements. Donc ils ont intégré la notion d'événement via les observables. Et enfin, la troisième chose, parce que c'est du web et il ne faut pas l'oublier, malgré la mode des web apps, où on dit mon utilisateur vient sur ma web app et il va y rester toute la journée. Par exemple Slack, même Gmail, c'est un onglet qui est ouvert en permanence chez nous. Il ne faut quand même pas l'oublier que le web c'est avant tout des URL, c'est des documents qu'on accède via des URL. Et du coup, pour traduire une URL en page, qui est donc un ensemble de composants dans des états définis, ce qu'on appelle un routeur. C'est vraiment ces 3 composants qui font Riot, et il y a bien d'autres. Donc je vous parle depuis tout à l'heure de composants, de tags. Je vais essayer d'améliorer un petit peu l'affichage. On va faire comme ça. Donc sur la gauche, on a le bout de code d'un composant, et c'est le bout de code qui est affiché, qui va être utilisé sur la droite. Donc ça, c'est un composant très simple. Ce code, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est celui qui est sur la homepage de Riot, qui est l'explication. Qu'est-ce qu'on voit? Je vais faire ça, ce sera plus simple. On voit tout d'abord du HTML avec ce qu'on appelle des templates. Donc c'est du HTML dans lequel des variables vont être remplacées. L'idée c'est de dire par exemple, on voit en haut ops.title, donc c'est quelque chose qui va pouvoir être changé dynamiquement, c'est le titre qui est affiché ici, my list. Et ensuite on a une boucle, on a dans la syntaxe des tags, donc en fait je vous disais, Riot c'est une syntaxe HTML, mais c'est HTML amélioré. On va rajouter par exemple la boucle each qui va permettre de boucler sur des éléments JavaScript et donc de à chaque fois rajouter une ligne LI. Donc LI c'est faire une liste non ordonnée, donc faire des bullet points. Et ensuite un form qui correspond à ces boutons-là. Juste en dessous, on a le style qui correspond, qui va dire simplement mon titre qui est affiché. Mon titre ici, je vais l'afficher avec une certaine taille. Et le JavaScript associé qui va dire, là sur mon formulaire, à chaque fois qu'on va valider le formulaire, on va appeler la fonction add qui va récupérer le contenu de la boîte et le rajouter dans la liste item. Et il y a un peu une notion de
de rendering automatique, en fait. Là, on modifie automatiquement, on modifie le tableau item, et automatiquement, on va faire un exemple. On a l'élément qui apparaît. On n'a pas besoin de dire à la vue, le tableau a été modifié, il faut te rendre. Là, c'est vraiment quelque chose qui est natif et qui est assez intéressant. Après, évidemment, sur des applications complexes, on a des mécanismes pour renforcer le rendering. Contrairement à ce qui était à la mode depuis un an ou deux, il n'y a pas de double binding dans Riot. Donc le double binding, c'est si je modifie... Attendez, je vais essayer de pas dire une bêtise. Ouais, je vais plutôt rien dire. Non, ouais, le double binding, c'est faire remonter en fait les informations du DOM vers les variables JavaScript. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas nativement dans Riot. Pourquoi? Déjà parce que c'est compliqué, qu'on n'en a pas besoin si souvent que ça. C'est super sympa pour faire des démos, mais en fait, on n'en a pas si souvent besoin que ça de faire du double binding, parce qu'une input de l'utilisateur, ça se valide. C'est déjà la raison principale. Et du coup, moi, je m'étais amusé à coder, et en fait, on se rend compte que ça ne sert pas si souvent que ça. Et on l'a pas aussi, parce que je vous parlais que c'est inspiré de React, et on peut, j'en parle tout à l'heure, on peut brancher Riot Control, qui est une implémentation, alors là pour les non-développeurs, je suis désolé, j'ai complètement oublié, qui est une implémentation Flux pour Riot, et donc qui va permettre de dire mes données, je les repasse à ma base de données, et je vais redescendre tout le flow pour faire le rendu. Donc c'est pour ça qu'on va pas faire double binding automatiquement. Là, je vous ai montré un composant et son instance. Sauf que, évidemment, en plus de composants, il faut quand même dire à un moment dans la page, il faut mettre ce composant et active-le. Ça, c'est la page HTML minimale pour lancer un composant Riot. Donc, une balise HTML qui va inclure Riot, un script qui va intégrer notre composant. Donc là, le to-do.html, c'est le code, c'est le composant dont il y avait le code sur la slide avant. Ici, il y a des balises to-do qui sont vides, qui sont l'endroit dans lequel on va instancier ce composant. Et cette instanciation va se faire automatiquement en fait lorsqu'on va appeler Riot.mount étoile, qui va dire tous les composants que tu trouves, essaye de les monter. Donc toutes les pages web, tous les Riot tags qui ont été définis et qui ont un handler qui correspond. Donc dans mon code précédent, il y avait le composant se définit comme étant un composant to-do, et du coup, automatiquement, il va être monté sur le handler to-do. Et ça, c'est vraiment la seule chose qu'on a à faire. La preuve, si je fais ça, là, j'ai une page avec le handler. Et qu'est-ce qu'on voit en fait quand je vous mets ça, et pourquoi Riot c'est bien pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des problématiques de prod en fait. Quand on a envie de faire du web mais sans avoir les problématiques de prod, donc de la minification de CSS, ce genre de choses, de la transpilation ES6 qu'on va faire dans le serveur, et bien en fait ça suffit de faire ça. On voit que là on intègre Riot plus compiler, c'est-à-dire que automatiquement lorsqu'on va changer le Riot tag, il va être compilé, transpilé en JavaScript. Évidemment, c'est pas exactement ce bout HTML qu'on va rendre, vu qu'il y a la loop avec le for each pour la liste des éléments. Mais en fait, juste faire ça, ça suffit. On peut même également faire de la compilation dans le browser, parce qu'en fait, la compilation,
quelques millisecondes. Et quand je dis quelques millisecondes, c'est 3 millisecondes pour un gros template. Donc la seule chose à laquelle il va falloir faire attention en prod, ça va être ramener ses composants. Mais en tout cas, lorsqu'on est en dev, c'est un vrai plaisir de pouvoir modifier un composant et pas avoir à attendre que son grunt ou son brunch ou son webpack fasse tout le travail qu'on n'a pas besoin de faire en dev pour développer. Dans la valise script qu'on a là, d'ailleurs la valise script est optionnelle, même si je considère de la mettre parce que sinon il fait des choses bizarres quand il essaye de parser. Nativement dans Riot, on peut mettre d'autres langages, on peut mettre du CoffeeScript, on peut mettre de l'ES6, on peut mettre du TypeScript. On a juste un bout de compiler à rajouter et c'est pareil, tout ça on peut le faire dans le navigateur. Donc on n'est pas obligé d'avoir encore une fois quelque chose qui va nous builder en amont du browser. Alors, les avantages de Riot, je commence à en parler pas mal depuis tout à l'heure. La simplicité et la légèreté, c'est vraiment ça pour moi le point fondamental par rapport à tous les obstacles. C'est quelqu'un qui va vouloir commencer à faire du code, et on peut faire du code vraiment sympa avec Riot. Et bien là, pour moi, il n'y a besoin d'apprendre que ça. Et c'est court. Il y a la syntaxe des templates à apprendre, un petit peu de JavaScript parce que sinon on ne s'en sort pas. Mais il n'y a pas des outils supplémentaires à apprendre. Légèreté aussi dans le code. Légèreté dans le code, ça veut dire peu de bugs, peu de code, peu de bugs. Légèreté en prod parce que ça fait uniquement quelques kilos. Pas besoin de build, ça j'ai pas mal dit, et ça suffit à mieux. Évidemment, il y a pas mal. Là, je ne vous ai pas montré grand chose, hein. Je suis totalement honnête. Le but, c'était pas d'aller loin dans la technique. Si vous voulez aller un peu plus loin, alors déjà la doc est pas mal faite, honnêtement. Ensuite, pour les non-techniciens, mais justement pour les marketeurs, etc., se pose souvent la question à un moment ou à un autre du référencement. Donc on parle depuis quelques années d'applications isomorphiques, ce genre de choses. Si on le fait tourner dans un serveur Node.js, on peut faire du rendu côté serveur. Et donc ça veut dire que, alors même si là j'ai vu que la semaine passée, Google a fait une annonce en disant que ces robots étaient suffisamment puissants pour que la plupart des applications web puissent les exécuter, ça peut être quand même intéressant de faire du rendu côté serveur, et c'est super facile à faire. Je vous parlais de Riot Control pour les développeurs qui connaissent bien React. Donc voilà, c'est Flux pour React, on va dire. Les mixings, qui sont un truc qui sont apparus assez récemment dans Riot. Avant, si on voulait partager du code entre les composants, il n'y a pas de notion d'héritage en fait qui existe. Vu que c'est du template, il n'y a pas de notion d'héritage. Et c'était assez compliqué en fait. Fallait faire un héritage un peu soi-même, faire de la compilation, de l'inclusion dynamique de tags. On peut faire des choses très puissantes, mais il vaut mieux pas le faire. Et du coup, ils ont introduit les mixings qui sont une manière de partager du code entre les différents composants sans impacter les autres composants. Le support IE9, c'est pareil, juste avant la compte de Christophe Portenol, je suis relativement d'accord avec lui à l'heure actuelle. S'arrêter à IE9 en support, ça va. IE8, à part sur les sites publics, il n'y en a plus vraiment besoin. En tout cas, moi, sur les applis que je développe, c'est ce qu'on remarque au niveau des stats. Et donc, le support IE9 qui marche bien. Et RiotGear. Qu'est-ce que c'est RiotGear? En fait, on parle d'approche orientée composant. Le principe d'un composant, c'est de faire des choses qu'on va pouvoir réutiliser dans une application. Je vous parlais tout à l'heure de plugin, et j'ai utilisé ce mot à bon escient, enfin en tout cas volontairement. On a commencé le web en faisant des plugins jQuery, et le principe c'est que si n'était pas développeur, il incluait son plugin jQuery, il faisait une ligne de code et ça marchait. Et là, avec Riot, en fait, c'est pas les seuls, hein, les web components, etc., il y a d'autres frameworks qui le font, mais il y a un site qui s'appelle RiotGear, qui est donc une librairie de composants
Donc on peut en 2 lignes de code avoir sa carte Google Maps, on peut en 2 lignes de code avoir son calendrier qui est vachement moins. Alors c'est pas encore très fourni parce que c'est récent, mais c'est vraiment bien pour avoir du code qu'on ne refait pas, parce qu'au final, il y a des choses qui ne méritent pas d'être faites. Je vais revenir un tout petit peu, alors j'ai bientôt fini le contenu, je vais revenir un tout petit peu sur cette slide-là. Il y a quelque chose qui est super important quand on parle de composants, et c'est que le CSS ne leak pas, que le CSS d'un composant n'a pas à aller embêter un autre, parce que sinon, c'est pas une approche composant. Avant, on le faisait dans Riot, simplement en utilisant le nom du tag. Vu que le nom du tag est unique, par exemple Toulouse, on pouvait faire du CSS normal en appelant Toulouse. Maintenant, ils ont rajouté l'utilisation de scope dans la balise de style, qui va garantir que le CSS défini à cet endroit-là ne leakera pas du composant. Et donc c'est quelque chose qui est super utile sur la point de vue reuse. Ça peut encourager à faire du CSS un peu dégueulasse, mais c'est pas grave parce qu'on est à la maison. C'est bien, j'aurais fait rire. Donc dernière slide, retour d'utilisation. Comme je dis, je trouve que c'est super pour les non-devs. Moi, en tant que dev, honnêtement, je me sens à la maison. Je peux faire des choses vraiment puissantes avec. Après, sur des gros applis, c'est comme quand on fait une application d'Apone sans rien, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait, ou sinon céder de Riot Control ou d'une autre implémentation plus. Là, on n'a pas parlé, par exemple, de comment s'intègre un backend. C'est le genre de choses sur lesquelles vous voulez certainement soit faire un DAO par vous-même, ou soit utiliser plus. Et c'est facilement intégrable. Ça, c'est un truc aussi qui est pas mal pour tous les gens qui sont en SS2I, qui sont un peu frustrés, qui font du tapestry ou je ne sais pas quel autre techno. Alors, j'ai vu des gens faire de l'Angular 2 dans du LivePay ou ce genre de choses. Non, de l'Angular 2 quand même. Et l'avantage de Riot, c'est que c'est quelques kilos et on peut vraiment faire dans une application auquel il y a un endroit où on a besoin d'être dynamique et simplement l'implémenter sur une page. Et ça, c'est peut-être là le point d'entrée de Riot pour pas mal d'applications. Et après, ça nous permet de, au fur et à mesure, migrer de plus en plus vers une web app. Lorsqu'on a une web app, enfin lorsqu'on a une appli web traditionnelle qu'on veut faire évoluer et pas reconstruire from scratch. Quelques conseils, donc utilisez les balises de script, sinon vous avez des gros, enfin vous allez avoir des bugs que vous n'allez pas comprendre. Donc ok, ça fait 2 lignes de plus dans le template, mais c'est pas très grave. Le scope CSS, c'est vraiment quelque chose. Sans passer, c'est s'exposer à des problèmes. Et il y a un souci qui est, je pense, qui va bientôt être résolu dans Riot, je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. Il n'y a pas de mécanisme à l'heure actuelle de chargement dynamique de template. Ce qui veut dire que là, ça c'est mon code source de la. Comme je vous disais, mes slides sont Riot, c'était pour pouvoir faire un exemple. Et là, en fait, j'ai dû inclure à la main toutes mes pages. J'ai décidé de faire une page par slide. Là, j'ai dû inclure à la main toutes mes pages. C'est pas quelque chose qu'on veut faire. On a envie d'avoir un seul endroit, un objet qui dit à tel endroit monte tel composant, mais le chargement dynamique, c'est pas quelque chose où on n'a plus à le faire. C'est quelque chose où, dans un framework qui essaye de faire du Don't Repeat Yourself et du convention over configuration, là, ça nous force à refaire des choses à plusieurs endroits. Après, ça a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un tag par fichier. On peut avoir un seul fichier et plein de tags, etc. Donc ça, c'est pratique pour lorsqu'on a buildé. On peut mettre tout ça ensemble dans un seul fichier, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on est en dev, faire du chargement dynamique, vous voulez soit le faire, soit trouver une librairie qui le fait pour vous. Et j'ai fini. Donc si vous avez des questions, et si vous n'avez pas de questions, on pourrait se balader un petit peu sur le code.
pour la balise Q qu'on peut utiliser ES6? Est-ce que pour la balise style, on peut utiliser SCSS, des choses comme ça? C'est une bonne question. Je me laisse supposer que je n'ai pas eu la curiosité de creuser. Je peux pas répondre à la question. Une autre question peut-être? Oui, ça ressemble fortement au système des Web Components. Ce qui me surprend, c'est qu'ils n'utilisent pas la convention des Web Components avec le tiret. Est-ce qu'il y a une différence entre Riot et les Web Components? Ça marche. Non, ouais, les Web Components, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y avait un gros buzz il y a quelques temps dessus, mais le polymère, là, en termes d'utilisation et de buzz, il est un peu en train de retomber. Riot, c'est pas Coltac. Si on pense que c'est Coltac, c'est louper le système d'événements, c'est louper le routeur, qui fait que quand on va vouloir construire quelque chose, c'est quand même nécessaire. C'est comme je disais, je le comparais à Backbone, c'est un strict minimum pour réussir à faire quelque chose. Et peut-être que si à un moment les web components sont enfin finalisés, ils les utilisent. Merci Maxence pour ta réponse. N'hésitez pas à solliciter un petit peu si vous avez d'autres questions et on peut regarder dans le détail dans ces explications.